Martine Bonner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour notre toute nouvelle émission Nexus et vous êtes convié à parler sur la gestion du Covid-19. On va recontextualiser un petit peu. Vous êtes médecin psychiatre, député du Bas-Rhin dans le groupe parlementaire Liberté et Territoire, ex-LREM, exclu en mai 2020 suite à votre vote contre le plan de déconfinement du gouvernement. Un an après, vous dénoncez ouvertement l'installation d'une dictature sanitaire et vous faites partie du fameux conseil scientifique indépendant issu de ce collectif de médecins libres. On expliquera un petit peu plus en détail également ce que c'est. Alors, dans un premier temps, on vous retrouve à l'instant, vous sortez du plateau de C8, de TPMP. On vous a vu face à Martin Blachier et aux chroniqueurs. Déjà, premièrement, quel était le thème de votre intervention dans l'émission et quelle était l'ambiance sur le plateau ? Alors, j'avais été invitée puisque ce week-end, j'ai participé à une manifestation qui a eu lieu en Bretagne, à Quimperlé. J'étais invitée par une association qui s'appelle À l'air libre, l'air étant écrit E accent grave RE et pas AIR, mais les deux peuvent s'entendre en tous les cas. Et il y avait énormément de citoyens, entre 600 et 800 citoyens, venus manifester pour les libertés fondamentales. Et nous étions réunis dans un parc pendant toute la durée de la manifestation, un vaste parc au centre de Quimperlé. La plupart des personnes n'étaient pas masquées, certaines l'étaient, mais chacun est libre. Et c'est vraiment ceci qui a été reproché aux organisateurs de la manifestation, à Maître Carlo Brusa qui m'accompagnait et à moi-même, au travers d'un communiqué de presse, notamment du maire de Quimperlé et de mon collègue parlementaire Erwan Balanant, allant jusqu'à sous-entendre que nous avions mis en danger la vie d'autrui. Donc c'est des accusations extrêmement graves. Et lors de ma prise de parole dans cette manifestation, j'ai évoqué les vaccins et j'ai été assez cash. Souvent, quand je prends la parole, je n'aime pas passer par des propos trop alambiqués. Donc là, j'ai été très directe et j'ai évoqué le fait que les Français vaccinés aujourd'hui étaient des cobayes. Raison pour laquelle j'ai été invitée par Hanouna sur l'émission TPMP et je me suis exprimée là-dessus. En tout cas, l'ambiance était comme dans ce type d'émission, pas forcément tendue, mais en tout cas, j'avais face à moi un Martin Blachier qui occupe tout le temps les plateaux maintenant depuis un an, qui, on va dire, a des propos qui peuvent changer, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Hein. Il a d'abord défendu le confinement, les masques, ensuite il est revenu. Mais en tout cas, là, au moins, nous étions d'accord pour dire et redire que les masques à l'extérieur ne sont pas utiles. Et j'ai d'ailleurs repris la publication du professeur Flao, qui est le grand épidémiologiste qui dirige l'Institut d'épidémiologie de Genève. Professeur Flao, qui est souvent intervenu également en conseillant le conseil scientifique officiel, celui dont les membres ont tous des liens d'intérêt. Et le conseil scientifique, donc le fameux qui donne des avis à chaque fois que le gouvernement demande, en tout cas, de plancher sur quelque chose. Et c'est vrai que le professeur Flao a été très clair lui aussi pour dire que depuis un an, il n'y avait jamais eu de cluster à l'extérieur, donc on peut estimer que ce masque à l'extérieur est tout à fait inutile. Justement, c'est ce genre de propos qui vous ont valu un petit peu d'être catalogué comme complotiste. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a catalogué tel quel et qu'aujourd'hui vous êtes un peu le mouton noir de l'Assemblée ? En fait, ce qu'on peut constater, c'est que depuis un an, il n'y a plus aucun débat possible. C'est terrible. L'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, ne peut plus accueillir et n'a jamais accueilli de débat depuis le début de cette crise sanitaire. Les parlementaires ne sont plus du tout un contre-pouvoir.
et ne servent à rien depuis 1 an, depuis qu'il y a eu cette promulgation de l'état d'urgence sanitaire, donc en date du 23 mars 2020. Le gouvernement fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que gérer cette crise sanitaire aurait pu être, ça aurait pu être fait complètement différemment en utilisant tous les moyens du droit commun et du code de santé publique, c'était possible. Or, ce n'a pas été le choix du gouvernement, alors pas que le gouvernement français, parce qu'il y a d'autres gouvernements qui ont pris aussi des mesures liberticides, mais je crois que la France est championne dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, plus ça avance, plus les libertés sont réduites. Et on voit poindre sans doute le passeport vaccinal. On va y revenir, mais on subit aussi depuis 1 an cette stratégie totalement aveugle du gouvernement, basée sur des mensonges. Les mensonges qui ont commencé quand ils ont affirmé, et ils continuent d'affirmer, qu'il n'y a absolument aucun traitement pour soigner les personnes atteintes de Covid. Or, dans le collectif que j'ai contribué à cofonder avec 4 autres médecins, donc qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, ce collectif qui aujourd'hui, on va dire, comporte à peu près 30 000 professionnels de santé, donc médecins, mais aussi infirmiers, toutes les professions de santé sont représentées. Et on a un recul maintenant, encore une fois, on aurait pu imaginer se tromper il y a 1 an, mais maintenant, avec tous ces médecins de première ligne qui ont traité leurs patients, il y a une file active extrêmement conséquente de patients qui ont été traités, environ 5 000 patients dans la patientèle des médecins. Et les résultats sont tout à fait probants. Donc il y a plusieurs molécules qui fonctionnent très bien, toujours le fameux protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, mais maintenant on sait que l'ivermectine, et on a le recul de différents pays à l'international qui l'ont utilisé, et les médecins en France qui l'utilisent rapportent des résultats extrêmement probants, notamment sur la réduction de mortalité, et sur le fait que ça soigne, que ça évite aux patients d'être hospitalisés, et on sait à quel point les hôpitaux en France continuent à être saturés, n'ont pas suffisamment de moyens. Olivier Véran avait fait des tas de promesses l'été dernier, juillet 2020, au travers du Ségur de la santé. Alors il y a eu quelques moyens pour revaloriser notamment le salaire des infirmiers, mais il manque énormément, toujours et encore, de lits. Il n'y a pas suffisamment de lits dans l'hôpital public en France. Un petit chiffre, un rappel, il y a eu 60 000 lits qui ont été supprimés depuis 25 ans, donc bien avant ce gouvernement, mais en tout cas, vu la situation de cette crise sanitaire, rien n'a été fait pour améliorer cela. Et au travers du Ségur, Olivier Véran avait fait pas mal de promesses, notamment de réinstaller environ 10 000 lits supplémentaires. Non seulement ça n'a pas été fait, alors on parle toujours de lits qui peuvent être armés au moment dans certaines régions, s'il y a une recrudescence de Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut transformer des lits classiques en lits de soins intensifs, de soins continus, ou des lits de soins continus en lits de réanimation. Mais cela ne suffit pas, et non seulement donc il n'y a pas eu d'installation de capacités supplémentaires, d'offres de soins, mais en plus, en Île-de-France, il y a eu encore et encore une réduction des lits. Donc, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des hôpitaux publics qui aujourd'hui continuent à être saturés. C'est pas tant les patients où il y aurait encore beaucoup plus de patients Covid, mais c'est surtout que l'offre de soins n'est pas suffisante. Et si on ne traite pas tout de suite précocement, ce qui aujourd'hui a toujours et encore de l'intérêt, puisque on peut mettre en parallèle la stratégie vaccinale qui marche à rythme très forcé, puisque on installe en France des vaccinodromes un peu partout. Les élus locaux ont mis à disposition des salles pour que la vaccination puisse même se faire tard le soir ou les week-ends. Mais cette
possibilité qui est offerte aux Français comme le seul Graal et la seule survie possible par rapport à cette pandémie et surtout pour mettre fin à cette épidémie est complètement aberrante parce que il y a encore l'épidémie qui court et on vaccine à marche forcée en pleine épidémie. Donc là, on sait déjà que ça pose problème, hein. On n'a jamais vacciné de cette façon-là à l'échelle de la planète, autant de populations en même temps, en pleine épidémie. On remarque aussi, malheureusement, que dans les pays qui ont vacciné bien avant, qui ont commencé avant la France et qui ont un taux de couverture vaccinale qui est plus importante qu'en France, on remarque qu'il y a même certains pays qui doivent reconfiner. Je vais citer la Hongrie, je vais citer le Chili, ce qui est particulièrement étonnant, mais cette pression vaccinale est telle qu'il y a une sélection de variants qui peuvent entraîner des formes plus graves ou même des formes Covid chez des patients plus jeunes. Et tout cela est inquiétant. Donc cette vaccination doit pouvoir être proposée aux citoyens qui souhaitent être vaccinés. Il faut que ces personnes, et je regrette qu'en France, les citoyens ne soient pas suffisamment éclairés sur la réalité de ce qu'on appelle vaccins, mais qui sont quand même des outils nouveaux pour lesquels on n'a pas suffisamment de recul, où il y a du matériel génétiquement modifié. Et ce que je reproche, et c'est vrai qu'à Quimperlé, notamment en Bretagne, j'ai utilisé des mots très forts en disant que les Français étaient des cobayes. Mais actuellement, on utilise ces vaccins alors qu'il n'y a pas eu ce moment de ce qu'on appelle toujours l'évaluation bénéfice-risque. Et il me semble qu'on peut dire qu'on fait porter certains risques aux citoyens, alors que, je le rappelle, en termes de létalité, elle est très très faible pour la population de personnes âgées de moins de 70 ans. Il y a eu une légère surmortalité chez les personnes âgées, chez les personnes en situation de vulnérabilité. Donc là, c'est un fait. Ce vaccin a été présenté notamment par le ministre de la Santé comme protégeant des formes graves. Or, on a aussi entendu, et j'ai été particulièrement choquée de lire dans le mémoire du ministre de la Santé, souvenez-vous, il y a eu ce monsieur de 83 ans qui, après avoir eu ces deux doses de vaccin Pfizer, je crois, a déposé un référé liberté devant le Conseil d'État, demandant d'être libéré de toutes les contraintes, ce qui était logique, hein, du masque, de pouvoir circuler comme il voulait. Et en fait, il a été débouté de toutes ces demandes. Et dans le mémoire signé par le ministre de la Santé, on peut lire que le vaccin, après tout, ne protégerait pas forcément des formes graves, ne protégerait pas face à certains variants. Alors aujourd'hui, on parle du variant brésilien, du variant sud-africain, etc. Donc on ne sait pas comment les vaccins vont pouvoir protéger de ces variants et ne protégerait pas non plus de la contamination entre les individus. Donc, à quoi servent ces vaccins, encore une fois, donc Pfizer, Moderna avec de l'ARN messager. On va peut-être s'arrêter quelques secondes sur AstraZeneca parce que qui utilise un adénovirus, et Johnson & Johnson. Manifestement, ce sont des vaccins qui posent tout de suite problème. AstraZeneca a été suspendu dans plus de 10 pays en Europe. Et le Danemark, alors ça avait été suspendu aussi en France. L'Agence européenne du médicament, après 48 heures, a donné de nouveau le feu vert en France. Alors je ne sais absolument pas sur quelle base et sur quels critères, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont présenté des thromboses graves. Il y a eu quelques décès. Et depuis hier, le Danemark refuse totalement de remettre en circulation AstraZeneca. Johnson & Johnson, qui est le vaccin prometteur qui devait permettre de consolider la logistique
pour que l'ensemble des Français soient vaccinés avant l'été. Ben, on se rend compte aujourd'hui que Johnson & Johnson a déjà été suspendu, notamment aux États-Unis. Donc, quid de ces vaccins expérimentaux qui sont encore en phase 3, qui n'ont qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et c'est véritablement problématique. C'est la première fois que ça arrive comme ça, qu'on utilise des substances, des molécules, alors qu'on n'a pas éprouvé suffisamment, ni sur le modèle animal, et qu'on n'a aucune idée des effets secondaires à moyen terme ou à long terme. Justement, c'est quoi cette fameuse phase 3? Alors, vous savez que quand on met des médicaments sur le marché, il y a différentes phases. Il y a d'abord la phase de laboratoire, après il y a la phase d'essai sur les animaux, après il y a des phases d'essai chez des volontaires sains, et c'est là qu'on observe à ce moment-là s'il y a des effets secondaires, et là on est en plein dans cette phase 3, qui va durer alors pour certains vaccins jusqu'en 2022, pour d'autres jusqu'en 2023. Et là, avant d'avoir la phase 4 réellement, et la mise sur le marché. Et là, on a des décès, on n'a jamais eu autant d'effets secondaires graves. Il y a environ pour chacun des vaccins plus de 20% d'effets secondaires graves, avec pour chacun des vaccins des décès. Et je suis très étonnée qu'on continue à vacciner à cette vitesse sans prendre le temps d'analyser tous ces effets secondaires. Alors on bricole, j'ai le sentiment qu'on bricole, le gouvernement donne l'impression de bricoler puisqu'il change, on va dire, les indications par rapport à l'âge. De temps en temps, c'est avant 55 ans, après c'est après 55 ans. Et là, ce qui est particulièrement choquant, c'est que pour les personnes qui ont eu la première vaccination avec AstraZeneca, certaines n'auront pas le droit d'avoir une deuxième injection AstraZeneca parce que l'âge ne correspond plus. Et on leur laisse même entendre qu'ils pourront choisir entre Pfizer et Moderna. Donc en plus, là, non seulement le vaccin va changer, mais on va passer d'un adénovirus à un ARN messager. J'ai l'impression qu'on joue vraiment aux apprentis sorciers. Et surtout, alors on avance un peu à l'aveugle avec ces vaccins qui ne sont pas, encore une fois, suffisamment éprouvés en population générale, mais surtout, on n'informe pas suffisamment les citoyens, et il me semble qu'ils n'y vont pas en ayant été suffisamment éclairés. Parce que s'ils avaient toutes ces informations, je ne suis pas sûre qu'ils se précipiteraient à ce point vers la vaccination. Est-ce que vous diriez que vous avez plusieurs appuis ou beaucoup d'appuis au sein de votre groupe ou du Parlement concernant ces questions? Ah non, j'ai absolument aucun appui. C'est-à-dire que réellement, je suis vraiment très seule sur cette question spécifique parce que tous les groupes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les groupes politiques en fait réclament à chaque fois auprès du gouvernement une accélération de la vaccination. C'est vrai que la France n'a jamais été championne de la logistique. Et là aussi, dans ce domaine-là, elle fait preuve vraiment d'une désorganisation. Donc là, le ministre se félicite de tous ces vaccinodromes qui se mettent en place. Je trouve ça d'ailleurs assez choquant, puisque beaucoup de professionnels de santé se mettent à disposition pour vacciner à la chaîne, avec des primes, parce qu'il y a aussi un accompagnement. On a lu quelques articles qui font quand même un peu scandale. Je crois que des médecins peuvent se faire jusqu'à 3 000 € la journée en vaccinant de façon rapide, et beaucoup plus rapide dans des vaccinodromes que dans leur cabinet. Mais je suis choquée parce qu'on n'est pas dans ce dialogue, et même s'il s'agit que d'un vaccin, c'est pas forcément une consultation très approfondie, mais il faut quand même poser des tas de questions à son patient, à la personne qu'on a devant soi, avant de vacciner. Et donc cette rapidité est
est très choquante. Est-ce que c'est parce qu'elle a été assez vite impulsée par les médias, par les politiques avant tout, comme étant un gage de progrès, un gage d'efficacité? On a fait un peu passer la vaccination comme étant, on va dire, le summum du progrès médical. On est presque face quotidiennement à les Jeux olympiques de la vaccination, c'est-à-dire qu'il y a les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Alors il y a une course, il y a une course folle entre les différents pays, mais ce qui est terrible, c'est que tous les Français, enfin une grande partie des Français, continuent encore de croire qu'ils vont mourir du Covid et que dès qu'ils franchissent le pas de la porte de chez eux, ils prennent des risques. Donc cette peur qui a été inculquée dès le début à tous les Français de façon très provocatrice, je rappelle que je crois que c'est ce que le gouvernement a réussi à bien faire depuis 1 an, c'est-à-dire vraiment à terroriser la population. Et plutôt que de présenter les vrais chiffres, alors peut-être que en fait tous les chiffres qui sont présentés sont vrais. Il ne faudrait pas que je dise que ces chiffres sont faux, mais on fait croire aux Français quand on parle de 20 000 par jour. Voilà, les Français continuent à croire que c'est 20 000 personnes qui sont malades. Or, pas du tout. Ce sont que des tests. C'est des tests positifs avec des gens qui ne sont pas forcément malades, ou même la plupart du temps, qui ne sont pas malades. Ces fameux tests PCR, d'ailleurs, qui coûtent très très cher. Oui. 20 millions d'euros par jour. Par jour. C'est terrible. Oui. On peut se faire tester autant de fois qu'on veut. Tout à fait. Sans limite. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une question, vous nous le direz, qui a été posée à l'hémicycle, mais est-ce qu'il y a un seuil d'amplification qui a été fixé par l'État, puisque tous les laboratoires sont assez libres pour fixer leur propre seuil d'amplification, ce qui veut dire qu'en fait, à chaque test, on peut trouver ou non du matériel génétique Bien sûr. associé au virus. Donc en fait, on peut trouver un bout de virus mort il y a quelques mois. Ah, complètement. Même peut-être même l'année précédente. En tous les cas, ces tests qui ne devraient pas être réalisés avec un seuil d'amplification au-delà de 30, 31, 32, souvent sont réalisés jusqu'à des cycles d'amplification de plus de 40. Et donc là, en effet, on trouve des tout petits bouts de matériel génétique. Et en effet, c'est peut-être un rhume ou une virémie que vous avez faite plusieurs mois auparavant. Et j'ai quelques exemples. Je veux juste donner un exemple extrêmement choquant parce que j'ai été alertée de la situation de quelqu'un vivant à l'île de la Réunion, dont le frère est brutalement décédé en métropole, avec une maman très âgée et bien sûr complètement au bord du désespoir d'avoir perdu un de ses enfants. Le frère, étant à La Réunion, a dû avoir l'obligation de faire un test PCR pour pouvoir prendre l'avion. Le test, il n'était pas du tout malade, le test était positif. Le laboratoire faisant à l'île de la Réunion ce test justement avec des cycles d'amplification trop élevés. Il a refait un test, toujours dans le même laboratoire, toujours avec la même technique, toujours avec un résultat positif. Donc vous voyez les conséquences complètement incroyables sur les citoyens dans des moments où, j'allais dire, le côté, la réflexion en tout cas doit être mise de côté, parce que devant une telle détresse, que de devoir vivre ou de ne pas pouvoir vivre un deuil justement et d'accompagner sa famille simplement parce qu'on n'a pas le droit de monter dans un avion sur un résultat de faux positif, puisque encore une fois cette personne n'était pas malade, c'est véritablement scandaleux. Et un autre exemple, je suis très proche d'un collectif citoyen, puisque je suis élue en Alsace, et qu'il y a une zone transfrontalière avec des travailleurs transfrontaliers qui, pour pouvoir aller en Allemagne, sont obligés de faire des tests PCR tous les 2 jours. C'est complètement incroyable. Et avec aussi ce risque, puisque l'OMS a enfin
reconnu que le test PCR n'était pas si anodin que ça, hein. Il pouvait y avoir des brèches avec des méningites suite au test. Donc d'imposer de façon purement incroyable, enfin complètement décalée en fait complètement disproportionnée, des tests tous les 2 jours pour des personnes qui vont simplement travailler de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'est complètement incroyable. Et je crois que aujourd'hui, on est arrivé à un point où les citoyens n'en peuvent plus. Les citoyens sont totalement épuisés de ces contraintes aberrantes qu'ils doivent subir depuis maintenant plus d'1 an. Et on voit fleurir, donc il y a eu Quimperlé, il y avait eu Strasbourg, il y avait eu Lyon. Le 1er mai, il y aura tous les collectifs qui aimeraient venir manifester dans la capitale pour dire stop à toutes ces mesures liberticides pour sortir de cet état d'urgence sanitaire qui, encore une fois, est totalement disproportionné par rapport à la réalité de l'épidémie. Je rends toujours hommage parce qu'il ne faudrait pas, quand j'ai des propos comme ça, on me dit non mais tu nies complètement ce qui se passe et les difficultés des soignants. Non, au contraire, je pense que ça permettrait de soulager les soignants que de reconnaître, qu'il y a un traitement ambulatoire précoce qui peut être utilisé. L'Italie vient de reconnaître et de libérer l'hydroxychloroquine, donc ça y est, les médecins sont même sollicités pour soigner leurs patients, enfin, donc tant mieux. Et je pense que si la France se décidait enfin d'admettre ce traitement, ça ferait complètement retomber cette pression sur l'hôpital, retomber la pression sur les soignants qui n'en peuvent plus. Ça fait plus d'1 an. Certains avaient été malades, certains font des Covid longs, certains n'ont pas repris en fait leur travail, d'autres sont tellement découragés qu'ils ont quitté l'hôpital. Donc on est face aujourd'hui à un hôpital public qui est devant des grandes difficultés, encore une fois par manque de moyens, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut complètement alléger cette pression hospitalière, le vaccin pour ceux qui veulent aller se faire vacciner, mais surtout redire qu'il y a un traitement précoce. Comment vous expliquez que vous êtes quasiment, si ce n'est la seule députée, à aborder ces questions-là? Est-ce que c'est juste une question de corporatisme, de suivisme? Alors aujourd'hui, on est quasiment à date 1 an avant les prochaines élections présidentielles, les prochaines élections législatives. Malheureusement, alors ça date pas de cette mandature, hein, je crois que depuis trop longtemps, les députés pensent avant tout aux prochaines élections. Ils ont une posture politicienne qui est véritablement regrettable, surtout en ce moment face à cette crise majeure. Et en tous les cas, en ce qui me concerne, moi j'ai une grande liberté de pensée et d'action. Et je pense que l'urgence du moment est suffisante et je ne calcule rien et je ne projette pas. Je ne suis pas. Exactement. Moi, je suis médecin psychiatre. J'ai fait toute ma vie professionnelle qui est de loin pas terminée, mais comme médecin, soit en pratiquant directement, soit en étant directeur de développement dans différents groupes. Donc, j'ai créé des offres de soins. Donc, la fin du mandat de député ne me fait pas peur. Beaucoup de citoyens aujourd'hui me demandent surtout de me représenter parce que beaucoup sont en confiance avec... Ah, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Si j'ai le droit à un joker, je vais l'utiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, je me pose pas la question parce qu'à chaque jour suffit sa peine et que là, le combat est majeur. On n'a jamais été dans cette situation-là. Je suis fondamentalement accrochée à cette
envie de liberté, et peut-être parce que ma famille, j'ai une partie de ma famille, voilà, je suis petite fille d'immigrés polonais, parce que dans l'est de la France, toute une partie de ma famille a été déportée dans des camps, non pas des camps de concentration, mais des camps de travail. Et ça marque profondément, et je sais à quel point les résistants se sont battus pour qu'on ait toutes ces libertés. Donc vraiment, j'ai pas le droit de lâcher quoi que ce soit. Et peut-être que j'ai à la fois en effet cette liberté, j'ai cette compréhension de médecin. J'étais, de toute façon, vous l'avez redit tout à l'heure, j'étais plus en phase depuis pas mal de temps avec, et d'ailleurs assez vite, avec ce groupe majoritaire. J'ai cru dans ce projet présidentiel qui me paraissait assez équilibré entre une économie forte et puis ne pas laisser tomber le social. Je me suis rendu compte très très vite qu'en fait on avançait vers de l'ultralibéralisme et que toute la partie sociale était complètement négligée. Ce qui avait fait que très rapidement, j'étais pas, enfin, en tout cas pour plein de textes, j'avais pas voté comme la doxa de la majorité souhaitait que je vote. Vous avez été exclu. Il y a d'autres députés de la majorité qui sont partis. Ça fait combien à peu près de députés qui ont quitté le LREM? Oh, ça fait pas tant que ça quand même, je sais pas, peut-être une grosse vingtaine, entre 20 et 30, mais en fait, certains ont quitté La République En Marche pour rejoindre le MoDem, donc c'est exactement pareil. Ils sont restés dans la Alors, il y a majorité. quelque chose que je comprends pas, c'est que on s'attendait avec ce groupe de La République En Marche, avec ces nouvelles têtes, parce que principalement c'est des gens qui n'avaient pas fait carrière en politique, qui n'ont pas fait forcément les grandes écoles, qui sortent pas de l'ENA et autres. Et finalement, on se rend compte qu'ils agissent de la même façon que dans la vieille politique. Ils suivent leur groupe, ils suivent la majorité, ils suivent le parti présidentiel jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des pressions qui viennent d'en haut pour les obliger à agir, à adopter certains éléments de langage ou pas? Oui, la réponse est oui. Oui, il y a des pressions, il y a des intimidations. Enfin moi je me souviens très bien, quand j'étais encore dans la majorité, il y a tous ces fameux éléments de langage. Si on est face aux médias, voilà ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Je me souviens avoir bataillé dès 2018, au moment de la loi Asile, Immigration, Intégration. J'avais osé, je crois que c'était la première fois qu'un député de cette majorité déposait des amendements un peu contre la proposition de loi du groupe. Et je me souviens avoir vécu, en plus c'était quasiment les tout premiers amendements que je défendais, donc c'est déjà un peu un stress quand c'est la première fois. Et je me souviens très bien des députés qui venaient à tour de rôle s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle en me disant « mais non, tu vas quand même pas défendre ton amendement, reste assise, c'est quand même incroyable ». Et alors, bon, je crois que fondamentalement, je suis un peu rebelle. Fondamentalement, surtout, personne ne peut m'imposer, en tout cas, une façon ni de penser ni d'agir. Donc, j'ai toujours été jusqu'au bout des choses à défendre, et je défendrai coûte que coûte mes valeurs. Et vraiment, ces libertés fondamentales qui sont ôtées aux Français depuis plus d'1 an, c'est devenu insupportable. Et la conséquence de tout ça, et on n'en est qu'au début, et quand même, on va dire un massacre économique avec toutes ces répercussions sociales. Ça va être absolument terrible. En tant que psychiatre, j'ai regardé tous les chiffres publiés par Santé publique France. Alors, c'est pas complètement exhaustif, mais déjà, il y a une recrudescence d'à peu près 30% d'utilisation de médicaments psychotropes, les antidépresseurs, les médicaments pour dormir, les hypnotiques, les anxiolytiques.
Donc tout ça, c'est quand même assez... Déjà on était un peu champion en France de l'utilisation de tous ces médicaments. Mais en dehors de ça, il y a des tentatives de suicide, il y a des suicides réussis, il y a des alertes auprès dans le monde étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont décroché tellement ils sont mal sur le plan psychique. L'alerte aussi chez les enfants, des enfants, des tout petits qui parlent de mort, des gamins qui tentent de mettre fin à leur jour. C'est la première fois qu'on voit ça. Et je crois vraiment qu'il faut se rendre compte qu'on est qu'au début. Les répercussions économiques, certes, le gouvernement, là aujourd'hui, on en est à cette troisième phase de reconfinement, un peu curieux, un peu bizarre ce reconfinement, mais il coûte quand même aux Français quelque chose comme 360 millions d'euros par jour. Et on sait que depuis 1 an, la gestion de cette crise, c'est environ 430 milliards. Donc c'est des chiffres qui deviennent tellement impressionnants qu'on ne voit même pas à quoi ce que ça veut dire. Enfin, c'est très compliqué de se représenter 430 milliards. Par contre, ce qui n'est pas compliqué, c'est quand on se promène dans les cœurs de ville et qu'on voit tous ces magasins où c'est écrit liquidation, toutes ces entreprises, et j'en ai quelques-unes déjà sur mon territoire alsacien, où on sait qu'il y a des licenciements à la clé. Donc, quel va être l'avenir de toute cette population qui va se retrouver au chômage? On a une explosion de la pauvreté, on a déjà plus de 10 millions de pauvres en France, et on sait qu'on va avoir 1 ou 2 millions de pauvres supplémentaires assez rapidement, sachant que plus de 50% de ces personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc il faut trouver, et puis c'est pas simplement ce qui a été fait pour les étudiants, de balancer un chèque pour qu'ils aillent voir 3 fois un psychologue, c'est pas ça qui les aide à survivre. Il faut absolument, il y a une véritable urgence que de réouvrir toutes les universités, de réouvrir les écoles, d'arrêter de faire subir aux enfants ce port du masque obligatoire. Ça aussi, c'est tout à fait inadapté. D'ailleurs, bon, l'Alsace, c'est pas tellement loin de l'Allemagne, et on vient d'avoir le retour d'un jugement qui a été effectué en Allemagne avec une obligation de libérer justement les enfants de toutes ces contraintes. Tant mieux, j'espère que ça va pouvoir faire jurisprudence en France, même si c'est pas la même façon d'agir au niveau de la justice, mais il faut vraiment que notamment, moi je travaille beaucoup avec Réaction 19 et avec Maître Carlo Brusa. Il a déposé plusieurs plaintes. Il y a eu la plainte contre le Remdesivir, il y a eu la plainte contre les vaccins. Il fait beaucoup d'actions justement vis-à-vis du port du masque obligatoire pour les enfants, et j'espère véritablement que toutes ces plaintes vont aboutir, parce qu'il faut réussir à rééquilibrer et à redonner du souffle aux Français qui ne respirent plus au sens propre et au sens figuré. Ça paraît invraisemblable que vous puissiez nous dire tout ça. D'ailleurs, c'est des informations que l'on a pu relayer, qui sont sourcées, qui sont vérifiables, et qu'aucun de vos collègues ne le fasse. Bon, on a un petit peu compris, il y a des pressions qui s'exercent d'en haut. Justement, je voulais revenir sur cet en haut, puisque on a appris il y a quelques semaines que pratiquement, ou peut-être toutes ces décisions sont prises dans un obscur conseil de défense. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce conseil de défense? Alors en effet, on repositionne le cadre de cet état d'urgence sanitaire, donc plus de débat, parce qu'à chaque fois qu'on voit défiler, il y avait eu Édouard Philippe en 2020, maintenant plusieurs fois Castex qui vient devant les parlementaires, quelque part presque pour se donner bonne conscience, parce que la grand-messe, même si elle est suivie d'un vote, ce vote ne sert strictement à rien.
parce que ils utilisent un mécanisme qui est l'article 50-1, qui fait que même si 100% des parlementaires, sénateurs et députés votaient contre, de toute façon, l'exécutif fait ce qu'il veut. Donc, on a déjà ce dysfonctionnement total de la vie parlementaire, qui n'est encore une fois plus du tout un contre-pouvoir, mais aussi on a cet exécutif qui ne fonctionne pas de façon normale par le biais d'un conseil des ministres classique, mais par le biais d'un conseil de défense dont on ne sait pas, en fin de compte, ce qui s'y passe. On ne sait pas quels sont les membres exacts qui sont dans ce conseil de défense. Et puis, ce qui en ressort, c'est simplement ce qu'on veut bien nous en dire, et c'est une façon de garder peut-être secrète, en tout cas pas du tout transparente, encore une fois pour les citoyens, pour les Français, des décisions qui sont prises. On a aussi alors les décisions qui sont souvent, ou en tout cas qui tentent d'être éclairées par ce fameux conseil scientifique, qu'on entend un peu moins en ce moment, même s'il y a eu un avis sur est-ce que ces prochaines élections départementales et régionales vont pouvoir se tenir. D'ailleurs, on a voté hier le maintien des élections régionales et départementales. Elles avaient, je rappelle, qu'elles devaient avoir lieu en mars, qu'elles ont été repoussées en juin. Là, elles ont été maintenues en juin, mais repoussées d'une semaine. L'élément avancé par le Premier ministre étant qu'une semaine supplémentaire permettrait de vacciner quasiment, je crois qu'il a dit 2 millions de la population supplémentaire en une semaine. Enfin bon, moi ça m'a paru complètement déconnecté là aussi de la réalité. Mais ce conseil scientifique qui a éclairé à plusieurs reprises ce gouvernement, en fait, n'a pas permis du tout d'avoir une stratégie cohérente, en tous les cas, et les Français que je rencontre, encore une fois, sur les territoires, par le biais de ces manifestations qui fleurissent vraiment un peu partout et qui montrent à quel point les Français ont atteint un niveau d'exaspération, on ressent que les citoyens n'ont plus du tout confiance dans le gouvernement. Encore une fois, cette stratégie du mensonge, je parlais tout à l'heure des chiffres qui ne sont pas qui sont pas faux, mais qui ne veulent rien dire parce qu'on change en permanence on va dire les indicateurs. Donc tout le monde, enfin en tout cas les Français sont perdus, et ça a contribué à jeter le flou et à alimenter cette hypnose collective, parce qu'il s'agit de ça, cet entretien de cette politique par la peur a complètement hypnotisé les Français, ouais, je crois. Et alors, ceux qui sont dans les manifestations, c'est peut-être 10% de la population qui sont éveillés. Ils sont arrivés à saturation totale. Et je ne sais pas comment va se dérouler ce printemps et cet été. Et je crains malheureusement euh, que, que aussi cette fuite vers un endettement profond de la France commence à inquiéter terriblement et soit le déclencheur et la bascule vers des mouvements de rue que j'espère on arrivera à éviter. Mais en tout cas, je suis bien sûr pas du tout, enfin je prône toujours la non-violence. C'est important que les Français puissent s'exprimer et puissent revendiquer par le biais de manifestations. C'est à peu près les seules choses qu'ils ont encore le droit de faire, manifester, mais il faut vraiment que le gouvernement entende que ça suffit. Que les Français vont très très mal. Ce n'est pas les seuls, puisqu'il y a d'autres pays en Europe qui ont appliqué la même stratégie. On voit aussi que les points communs, ce sont toutes ces sociétés privées, je vais citer McKinsey, qui conseillent
beaucoup de gouvernements et qui leur demandent d'appliquer la même stratégie sans aucune mesure. Et peut-être ce qui permettrait de remettre d'une certaine façon la France sur les rails, c'est de pouvoir trouver des lieux d'expression, ou en tout cas des espaces d'expression citoyenne, puisque cette notion même on a vu, de débat démocratique n'existe plus, cette notion même d'éthique. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui m'a manqué depuis un an. À aucun moment on a regardé cette épidémie avec un minimum de réflexion éthique. Et je crois que c'est dans des moments de crise, justement, qu'il faut être le plus attentif à ne pas négliger, on va dire, le débat citoyen. Et là, on l'a empêché, ce débat, à la fois citoyen, parlementaire, mais après tout, nous ne sommes là que pour porter la parole des citoyens. Et dans cette très belle maison du peuple, il n'y a jamais eu aussi peu de débats que depuis un an. Est-ce que vous pensez qu'on a aussi empêché les fameux traitements? Alors, si on se repositionne, c'est vrai, il y a un an, on avait toutes ces molécules, enfin en tout cas l'hydroxychloroquine qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était une molécule voilà, très, très ancienne, qui coûte rien, hein, qui est vraiment et qui brutalement était passée sur la liste des médicaments dangereux. Et c'est vrai que pour l'ensemble des médecins libéraux, je crois que les hospitaliers, eux, ils voyaient ces vagues de patients qui arrivaient, donc ils n'ont pas pu peut-être prendre le temps de la réflexion, mais les médecins libéraux qui ont été complètement mis de côté, eux ont bien compris qu'on a empêché, en effet, qu'on a empêché de soigner. De dire aux gens qu'il fallait qu'ils restent confinés chez eux. Souvenez-vous, hein, ces messages en permanence, restez chez vous. Donc il y avait le traçage et surtout il y avait cette fameuse boîte de Doliprane qu'on devait serrer très très fort et surtout prier pour qu'il n'y ait pas cette insuffisance respiratoire aiguë. Et malheureusement, dans beaucoup de situations, l'état des patients se sont aggravés et beaucoup trop. Ils sont arrivés nombreux à l'hôpital beaucoup trop tard. Et ça, c'est assez impardonnable. En tout cas, dans les régions où on a été impacté, il y a eu la région Grand Est, il y a eu Hauts-de-France, il y a eu l'Île-de-France. Il y a une vraie souffrance, un vrai travail. On est en pleine phase post-traumatique, hein, réellement, et beaucoup de familles viennent en discuter, hein, viennent poser leurs difficultés psychiques auprès de mes confrères psychiatres qui font des gardes, qui font des astreintes, et le recueil de toute cette difficulté est énorme. Alors pourquoi avoir empêché les traitements ? Je me pose encore la question, si ce n'est que Big Pharma ne s'est jamais porté aussi bien au niveau de la bourse, au niveau des résultats en milliards. Et c'est triste que d'imaginer qu'on a pu empêcher des traitements simplement parce qu'on savait qu'on allait mettre sur le marché des millions et des millions de doses vaccinales. C'est terrible. Pression des gros labos pharmaceutiques sur l'État? En fait, l'État est accompagné en permanence par des lobbyistes qui, je pense, c'est presque à se demander s'ils n'ont pas leur bureau à l'Élysée. Mais on a vu aussi comment ça s'est passé l'été dernier au niveau du Parlement européen. Les députés européens ont quand même voté tous ces échanges, en tout cas cette libéralisation et cette mise sur le marché de tous ces vaccins, quasiment sans aucun contrôle,
puisqu'on n'a toujours pas pu retrouver d'ailleurs tous les contrats, c'était aussi donc la première fois où les vaccins ont été mis sur le marché de façon si précoce en phase 3, donc en autorisation conditionnelle. Et surtout, sans aucun contrôle d'une certaine façon des prix, donc une vraie libéralisation de ces vaccins, sans qu'on ait réellement le contenu même de ces vaccins dans le détail. Donc on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des organismes génétiquement modifiés, mais il y a plein d'autres choses. J'ai parlé de cochonnerie, ça m'a été reproché, mais je crois que vraiment, je crois que c'est la première fois qu'il y a des choses, il y a des cellules d'embryons humains, il y a des choses vraiment tout à fait innovantes, et c'est bien la première fois. Et aussi avec un environnement juridique un peu particulier, puisque les laboratoires ont réussi à se dédouaner de toute responsabilité, que les professionnels de santé qui vaccinent, là aussi, en fait, ne seront pas vraisemblablement ou ne peuvent pas vraisemblablement être tenus pour responsables, puisqu'il y a un déport, l'État a dit je prends la responsabilité, mais ce n'est pas, en tout cas, si des patients, si des familles venaient à porter plainte, en fait, c'est la fameuse ONIAM, donc c'est une caisse un peu particulière qui compense ou qui peut compenser les préjudices, mais ce n'est pas la responsabilité individuelle, par exemple, des médecins. Donc on voit que tout un système s'est mis en place pour que les responsabilités soient diluées, et que surtout les laboratoires pharmaceutiques puissent allègrement poursuivre leurs bénéfices financiers et ne pas emporter la lourde responsabilité, et puisqu'on sait que certaines personnes ont perdu la vie, ce qui est quand même absolument dramatique, parce que si on situe l'intérêt d'un vaccin qui est de protéger des gens sains, en bonne forme d'une maladie, si le vaccin tue, c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable. Donc on a un vaccin dont on ne connaît pas les ingrédients exacts, d'ailleurs des laboratoires qui en plus ne sont pas juridiquement responsables, si j'ai bien compris, des médecins qui sont également exemptés de responsabilité juridique, et au final aussi des contrats passés avec l'Union européenne qui sont complètement caviardés. On a fait l'interview de Michel Rivasi, qui est eurodéputé, et qui nous confirmait qu'effectivement une page sur deux est caviardée. Tout à fait. Toutes les informations importantes sont tenues au secret. Donc on a vraiment clairement une opacité la plus totale. Mais pour revenir au traitement, on a l'impression que on a les informations. Alors on veut continuer de nous dire que ça ne fonctionne pas, que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine n'a pas fait preuve d'efficacité. Mais par contre, on a les informations que des députés ont été soignés par cette bithérapie. D'ailleurs, il y en a qui se sont révélés, qui l'ont admis. Il y a des politiques qui l'ont admis. Christian Estrosi, Valérie Boyer, qui est sénatrice, Estrosi, maire de Nice. Est-ce que vous avez eu, vous, écho d'autres personnalités politiques qui se sont soignées? Alors, d'autres personnalités politiques, je ne sais pas. Non, très directement, je ne sais pas. En tous les cas, bon nombre de patients, oui. Un bon nombre de confrères, oui. Ça, de façon très évidente. Et surtout, pour sortir, on va dire, de quelque chose qui ne serait pas très scientifique et avec quelques personnes chez qui ça aurait marché, quand on regarde maintenant l'incroyable liste de toutes les études qui ont été menées depuis 1 an, et je crois que le professeur Raoult a fait encore une intervention tout à fait récente pour donner aujourd'hui les résultats sur sa file active complète de patients qui atteint quasiment 3000 patients soignés. Il a toujours autant de résultats aujourd'hui
sur les formes même de variants de la Covid. C'est ça qui est important aussi à bien faire comprendre aux Français, c'est que tous ces traitements, toujours les mêmes, enrichis, notamment tout à l'heure, je citais l'ivermectine, fonctionnent sur tous les variants, contrairement aux vaccins. Donc, c'est vrai que c'est absolument incroyable, mais on sent bien là cette logique du tout bénéfice vaccinal d'un côté, avec l'enrichissement parce qu'il va y avoir des millions de doses vendues, et ces molécules qui coûtent rien, qui coûtent rien. Confiance à ces traitements si demain vous aviez le Covid? Ah, complètement. D'ailleurs, je fais tout le temps l'aller-retour entre l'Alsace et Paris, et dans ma petite valise, j'ai ce qu'il faut, au cas où. J'ai ce qu'il faut au cas où, donc oui, et aussi en prévention, parce que on sait très bien, et d'ailleurs l'Académie de médecine l'avait dit, on peut prévenir aussi, il faut renforcer son immunité par la vitamine D, par le zinc. Il est fondamental aussi d'être dehors, parce que là aujourd'hui on est au printemps, il y a de plus en plus d'heures d'ensoleillement, c'est très très important. Il y a eu un article aussi qui vient de sortir pour démontrer aussi tout l'intérêt, et redémontrer une nouvelle fois tout l'intérêt de l'activité physique, alors qu'on est empêché de faire toutes les activités sportives en salle. Les enfants sont contraints la plupart du temps de faire du sport à l'école avec les masques, ce qui est complètement là aussi incroyable. Et toutes ces privations d'activité, cette privation pour certains de travail, cette privation de culture, en fait, réduit là aussi l'immunité, parce que d'enclencher ce quotidien morose et cette forme de tristesse permanente affaiblit l'immunité. On le sait depuis très longtemps. Et là, en fait, tout est fait. On a véritablement l'impression que tout est fait pour maltraiter les Français, et pas du tout. Je disais, encore une fois, face aux Bretons l'autre jour, qu'on a supprimé le bon. On a fermé les restaurants, donc on a supprimé le bon. On peut plus aller passer du temps avec des amis au restaurant. On a supprimé le beau, parce qu'on peut plus aller au théâtre, on peut plus aller dans les musées, on peut plus s'enrichir, on peut plus aller écouter un concert, etc. Et puis on a supprimé surtout toute la bienveillance entre les individus, parce que malheureusement, on l'a déjà vu dans des périodes de l'histoire, mais dans des moments aussi difficiles que cette crise sanitaire, il y a des délations. Donc la bienveillance, se mettre simplement entre différentes personnes, tend à disparaître. Le gouvernement a réussi aussi à scinder complètement la population française depuis le début, entre ceux qui veulent se faire soigner et ceux qui disent qu'il n'y a pas de traitement. Maintenant, ceux qui courent pour se faire vacciner et ceux qui ne sont pas du tout pressés pour aller se faire vacciner, voire qui n'ont pas du tout envie d'être vaccinés. Et je crois que tout cela alimente véritablement une fracture sociale, et qui n'est pas de bon augure pour un avenir apaisé de notre démocratie et de la République française. Totalement, cette fracture, on a l'impression qu'elle est vraiment irréparable et vraiment complètement profonde, quand on voit que des politiques, des gens de la haute société font des dîners clandestins. On l'a vu récemment avec l'enquête d'M6, avec les images qui ont fait le tour des réseaux et des médias. On voit qu'il y a de l'impunité totale, presque. On s'imagine que s'il y a eu ces images, il doit y avoir d'autres dîners clandestins. À côté de cela, les Français qui respectent le confinement, les gestes barrières, qui en plus ne peuvent pas du tout se rendre à ces dîners clandestins, parce qu'il faut y être coopté. On reparlait encore des traitements. On a eu, nous, des témoignages en off, mais il y a eu ces politiques dont on a parlé tout à l'heure, qui se soignent. On a l'impression qu'il y a deux France. La France des privilégiés,
qui sortent, qui mangent, qui vont dans des restaurants clandestins, qui se soignent lorsqu'ils doivent se soigner et qui ont accès au professeur Raoult directement, ce qui n'est pas le cas de tous les Français. On avait encore Philippe de Villiers qui disait il y a quelques jours dans une interview, je crois que c'était BFM TV, qu'il avait été soigné par le professeur Raoult. Tout cela nous donne une impression d'une caste qui vit au-dessus des règles. Alors je crois que c'est pas nouveau. Je crois que c'est pas nouveau qu'il y ait une France des privilégiés, et peut-être c'est ce que depuis trop longtemps on reprochait d'ailleurs aux élus qui étaient considérés comme ayant, d'ailleurs comme s'engageant en politique, et certains d'ailleurs de collègues parlementaires ont à leur actif 3, 4, 5, 6, 7 mandats. Hein. Donc certains ont fait toute une carrière politique. Et cet a priori très fort qu'on tenait à ce mandat électif pour pouvoir bénéficier de privilèges, Macron avait promis que c'était fini. D'ailleurs, une des premières lois que nous avons votées, et que là j'ai voté, j'étais très fière de l'avoir votée, c'était justement tout cet équilibre on va dire de la vie publique, qui supprimait la retraite des parlementaires avec tous ses privilèges, qui supprimait la réserve parlementaire. Alors ça, je me souviens très bien que déjà le début, là, j'étais pas tout à fait d'accord, parce que je trouvais important qu'il y ait une véritable discussion avec les citoyens sur un territoire pour savoir ce que devait devenir cette réserve parlementaire. Je trouvais que ça avait du sens, notamment pour aider des associations, etc. Enfin bon, bref. Mais cette transparence de la vie politique était un engagement très fort. C'était en bonne place dans le projet du président, et ça a été le premier texte que nous avons voté. Et donc cet écart, comme vous avez très bien décrit à l'instant, ce que certains se permettent, c'est encore plus choquant. C'est encore plus choquant parce que j'évoquais tout à l'heure la pauvreté, et c'est vrai que de plus en plus de Français ont du mal à vivre. Il y avait eu l'épisode des Gilets jaunes en 2018, il y avait eu quelques mesures supplémentaires, il y avait eu quand même 13 milliards de mesures d'urgence sociale qui avaient été déployées à ce moment-là, mais ça ne peut plus tenir, ça ne peut plus tenir. Les citoyens n'en peuvent plus de cette poignée de personnes qui se permettent beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, avec une arrogance. Je crois que c'est ça qui jette peut-être encore plus d'huile sur le feu. C'est cette arrogance permanente, c'est cette suffisance permanente du gouvernement vis-à-vis des Français. Et ça, c'est totalement insupportable. Et je crois que les Français sont vraiment prêts à dire stop. Justement, vous, une façon de dire stop, récemment, ça a été de participer, de faire partie de cette fameuse coordination santé libre, qui a fait couler un petit peu d'encre, voire beaucoup, dans les colonnes de Libération. Vous nous direz, si vous voulez, un petit peu ce qu'il en est advenu. Et justement, pourquoi vous avez décidé de participer à ce collectif, et qu'est-ce qu'il entreprend depuis plusieurs semaines? Alors, le collectif, il y a deux parties. Il y a la partie qui, en effet, nous a été reprochée. Je crois qu'on a même été, puisqu'on a mis à disposition, en tout cas, plusieurs protocoles thérapeutiques. On a été, on nous a même traité, oui, de criminels, je crois, de criminels. Les mots étaient absolument déplacés, etc. Bon, je rappelle qu'en effet, dans le cadre d'un manifeste et de beaucoup de médecins qui se sont identifiés France entière, donc les citoyens
peuvent retrouver sur le manifeste des libertés et sur le site de la coordination santé libre et sur le site de Laissons les médecins prescrire, en fait une liste de médecins qui se sont identifiés par département et qui acceptent de soigner. Bien sûr, il n'est pas du tout question que les personnes fassent de l'automédication, ça il n'en est pas question, parce que de toute façon ce sont des molécules qu'on ne trouve que sur ordonnance. Et il faut absolument que le médecin ait pu examiner, faire un véritable examen clinique de la personne avant de prescrire. Je recontextualise un tout petit peu, puisque vous aviez fait une conférence Tout à avec fait. le docteur Violaine Guérin, il y avait aussi le professeur Perron qui était là, il y avait des membres de Réinfo Covid, il y avait plusieurs médecins qui Tout étaient à là, fait. qui participaient à ce collectif, et qui avait rediffusé en live, et Nexus avait également rediffusé les images donc de cette conférence, et avait partagé leurs documents de travail où ils référençaient les différents traitements sur lesquels ils avaient Tout à des fait. retours cliniques Tout à fait. assez d'efficacité, et puis ils mettaient, on va dire, leur retour de praticien sur les posologies, voilà. Et en fait, ça avait été repris dans un dossier de Libération qui a fait la une sur cette conférence, en titrant les covidosceptiques pour vous faire passer Voilà, pour tout à fait. des charlatans, on va dire ça comme Tout ça, à et fait, puis oui. même limite faire passer ça comme quelque chose de criminel. Donc c'est bien que vous précisiez que c'était pas destiné au grand public pour faire de l'automédication, mais que c'était un document de travail de Bien sûr, professionnels bien de sûr. santé. Et dont on sait que ça fonctionne, encore une fois, hein. C'est la pratique clinique. Dans notre retour de terrain, en tout cas ceux de Tout à vos fait. collègues qui l'ont Tout à fait, utilisé. tout à fait. C'est vrai que moi, en tant que psychiatre, je ne prescris pas ce type de molécules, mais tous les professionnels médecins qui participent aux différents collectifs et qui sont coordonnés sous cette nomination de coordination santé libre ont démontré que ces protocoles fonctionnaient. Donc en effet, nous les avons mis à disposition des citoyens sur le site web et certains, et ça fonctionne, donc certains accèdent directement aux médecins qui se sont identifiés, d'autres chargent les différents protocoles et vont avec les protocoles discuter avec leur médecin en disant bah, écoutez, moi j'aimerais pouvoir bénéficier, enfin bien sûr si l'état de santé le nécessite et si la personne présente un Covid. Et à côté de ça, donc ce qui est quand même et là les retours de terrain sont énormes parce que je reçois parfois des messages vraiment de l'autre bout de la France en disant bah, écoutez merci, grâce à votre collectif, mes parents ont été guéris en 72 heures, grâce à votre collectif on a pu aider une cousine, une voisine, enfin bon c'est assez remarquable et les retours sont positifs et là on sent en fait, combien aujourd'hui les patients sont perdus, sont complètement paumés parce que pour peu qu'ils regardent un peu la télé, ils entendent depuis plus d'1 an qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a que les vaccins. Donc là, de savoir qu'ils peuvent quand même bénéficier de quelque chose qui fonctionne, les rassure énormément. Et puis tout à l'heure, je parlais de l'intérêt de l'activité physique. C'est vrai que depuis maintenant plusieurs semaines, depuis janvier, on a commencé à mettre en place une action qui s'appelle Sport sur ordonnance et qui permet tous les dimanches matins de 11h à midi de faire bénéficier toutes celles et ceux qui le souhaitent une activité, donc à la fois c'est du lien social parce que les gens se regroupent pour faire cette activité ensemble, une activité de sport qui peut être faite au grand air sans masque, puisque ça c'est autorisé, en respectant l'espace et les gestes barrières, et surtout partager un bon moment aussi en musique, puisque nous collaborons notamment avec HK et les Saltimbanques et qui nous ont mis à disposition plusieurs musiques, parce qu'il y a déjà 2 chansons qui sont utilisées par les collectifs, totalement libres de droit. Et ce collectif de médecins s'est rapproché aussi d'un collectif d'artistes qui s'appelle Amis Entends-tu. Et c'est vrai qu'ils animent, eux d'ailleurs, tous les dimanches, place de la République à Paris,
cette activité sport-santé sur ordonnance. Donc l'idée est vraiment d'avoir un temps où les personnes se font du bien à la fois à la tête et au physique, mais aussi avoir des professionnels de santé qui peuvent être présents et répondre à toutes les questions que les citoyens se posent, donc avant ou après le moment de sport. Et on a commencé, il n'y avait que 3 endroits en France, et maintenant il y a vraiment une liste très fournie. Je crois qu'il y a quasiment une cinquantaine de lieux en France où cette activité a lieu. Et tout ça, vous trouvez sur le site de Laissons les médecins prescrire, donc site qui est stopcovid19.today, et vous avez l'onglet sport sur ordonnance. Donc là aussi, les citoyens peuvent trouver l'endroit où aller pour... alors non pas pour faire du sport, parce que ça c'est pas autorisé, mais pour faire une manifestation revendicative. Donc faire du sport, mais en même temps dire ras-le-bol des privations de liberté. Donc ils ont le droit de revendiquer en plus. Est-ce que vous connaissez précisément le taux de mortalité du Covid-19 en France? Alors le taux de mortalité, en tout cas pour les personnes de moins de 70 ans, c'est inférieur à 0,5%. Et donc il y avait eu une toute petite légère surmortalité pour les personnes très âgées, au-delà de 80 ans, mais surmortalité qui était, on entend toujours ce chiffre de plus de 100 000 patients qui sont morts. Alors là aussi, en cumulé depuis le début, c'est pas faux. On n'a absolument pas la preuve que ça soit 100 000 morts de Covid. Ce sont des personnes qui sont décédées avec la Covid. Est-ce que ça vous surprend que l'on continue ce Oui, compteur? oui, c'est très surprenant parce que tout à l'heure, je parlais de ces indicateurs qui changent en permanence. C'est extrêmement surprenant parce qu'habituellement, on fait un reset avant l'hiver. On sait très bien que les épidémies virales commencent en général vers le mois de novembre-décembre. Donc on fait un reset, on remet les compteurs à zéro en début d'hiver. Ça n'a pas été fait cette année. Alors qu'en fait, c'est ça qui est complètement étonnant. Donc on continue à cumuler les décès depuis le début, depuis mars 2020, donc ce qui donne une impression d'un nombre incroyable de personnes décédées en France, alors que si on avait fait le reset à zéro, enfin, je veux dire, ça serait quasiment comme les autres années. Donc on continue à cumuler ça. Ce n'est pas faute de l'avoir dit à la Direction générale de la santé et en audition en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Monsieur Salomon m'a dit qu'il allait faire remonter ça, mais ça n'a pas changé. Donc j'imagine qu'il n'est pas intervenu. Et par contre, quand on regarde sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, parce que j'ai regardé ce matin même pour avoir les effets secondaires des vaccins, là, on ne trouve les données que par semaine. Il n'y a aucune donnée cumulée. Donc, 2 poids, 2 mesures. Raison pour laquelle j'ai fait, en tout cas, plusieurs mises en demeure. En tant que parlementaire, j'ai mis en demeure le ministre de la Santé, les agences régionales de santé, sur 2 choses, à la fois l'urgence de stopper certains vaccins, mais aussi l'urgence de mettre à disposition certaines molécules pour soigner, pour arrêter j'allais dire, cette stratégie qui est terriblement mortifère. C'était le 24 mars. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Aucun. Absolument aucun. Et notamment par rapport à la vaccination par AstraZeneca, pour ne pas le nommer, étant donné que le Danemark a décidé d'arrêter définitivement, je vais relancer la mise en demeure parce que je ne vois pas pourquoi l'État français ferait prendre des risques à sa population. Est-ce que vous pensez qu'on est face à un prochain scandale comme celui du sang contaminé ou même de Tchernobyl? Je le crains parce qu'il y avait eu le sang contaminé, il y avait eu le Mediator, il y a eu le Levothyrox, il y a eu tous ces scandales absolument énormes, mais je crois que là, dans cette situation, depuis 1 an, cette incurie atteint une forme de paroxysme
Et malheureusement, je pense pouvoir dire que c'est un véritable scandale sanitaire, oui, et que nous sommes je crois que la Covid n'est qu'un chiffon rouge, et que les gouvernants, utilisent cette épidémie, heu, dans un but, qui n'est sans doute pas très louable que de modifier une partie de la société et notamment, une partie économique, et je crois bon, j'avais relu la stratégie du choc de Naomi Klein et on sait très bien que c'est dans des moments, un peu incroyables de crise, des moments, que ça soit des tremblements de terre, que ça soit, des inondations, que ça soit des épidémies. Elle prenait aussi exemple dans son livre, Le 11 septembre, les tours jumelles, et ça a permis de modifier profondément, à certains endroits, tout le fonctionnement de la société. Et là, très clairement, moi je comprends pas cette espèce de folie, dépensière avec toutes les conséquences économiques, qu'il va y avoir, et est-ce qu'il n'y a pas là un ajustement qui est en train de se faire, sur le plan, à la fois, des relations, internationales, mais aussi simplement à l'échelle de la France, quid peut-être de la mise en place d'un revenu universel? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que le Covid, c'est l'alibi parfait pour l'avènement d'une société technosanitaire? C'est possible, hein. C'est vrai qu'il y a toute on va dire ce monde du numérique qui se met en place, y compris dans le monde de la santé. Ce que je reproche, c'est profondément, c'est qu'on ait à ce point, imposé une médecine d'État en mettant de côté, les praticiens et les cliniciens, et on voit aussi aujourd'hui dans les études de médecine, les jeunes n'ont plus cette pratique, clinique et se réfugient beaucoup derrière la technicité, et je crois que dans tous les domaines, on avance à grands pas vers ça. On a le déploiement du numérique, le déploiement de la 5G, et toute cette société, je ne suis pas sûre d'ailleurs que les Français désirent cette société. Je pense qu'il serait important de leur poser la question, parce qu'il y a moi je suis pas forcément, enfin je suis pas contre la 5G, mais il faudrait pouvoir en discuter. Il faudrait pouvoir, Vous serez favorable réellement. à un référendum sur la 5G? Moi, j'ai fait une tribune, en demandant là aussi qu'il y ait un débat, sur cette 5G. Il y a une il y a une marche en avant là aussi extrêmement rapide. Il y a un déploiement de la 5G, c'est-à-dire que là encore, on utilise, ce temps de crise sanitaire avec le confinement et cetera pour installer des antennes 5G, Il y a une dérégulation par rapport à l'installation des voilà, tout antennes. à fait, ça va très, très vite. On subit actuellement beaucoup de choses, sans même je crois que les citoyens s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont tellement focalisés, et obnubilés par cette histoire de Covid, qu'ils se rendent pas compte que la société est en train de changer profondément, et qu'on ne leur demande pas leur avis. Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui sont dans le doute permanent vis-à-vis de cette parole d'État qui est complètement dévoyée et de toutes ces injonctions paradoxales? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont dans le flou aujourd'hui? Je crois qu'il faut qu'ils essayent de penser autrement, c'est-à-dire de se lever, et de se rendre compte que c'est le moment ou jamais, de revenir à toutes les libertés. Et peut-être que si je devais, je ne sais pas si on est en train de conclure, mais en tout cas si je devais conclure sur quelque chose, c'est que les libertés perdues sont toujours extrêmement compliquées et difficiles à retrouver, et je crois que depuis 1 an, on en a déjà perdu beaucoup trop, et il faudrait que, peut-être que ça serait un très bon,
projet pour un candidat au présidentiel que de faire cette promesse, que de rendre toutes les libertés, absolument toutes les libertés perdues depuis 2017. Parce qu'avant la crise Covid, il y avait eu cet état d'urgence vis-à-vis du terrorisme, et je crois qu'on doit véritablement repenser la France différemment, repenser notre 5e République différemment et libérer les Français de toutes ces contraintes. Est-ce que, pour finir, petite, petite phrase de conclusion, est-ce que l'on est, d'après vous, d'après notre échange, d'après tout ce que vous voyez maintenant depuis plus d'1 an et puis depuis votre début de mandat, 2017, est-ce que l'on est toujours en démocratie? Non, non, nous ne sommes plus. Depuis 1 an, depuis l'état d'urgence, nous ne sommes plus en démocratie. Et je crains, puisque l'état d'urgence aujourd'hui a été voté jusqu'au 1er juin 2021, les prochaines échéances électorales auront lieu fin juin, et pour qu'elles se passent comme le gouvernement souhaite qu'elles se passent, il faut absolument que l'état d'urgence soit prolongé. Et je n'ai qu'une seule crainte, c'est que cet état d'urgence soit rentré définitivement dans le droit commun, ce qui enterrerait définitivement la démocratie. Simplement comprendre qu'est-ce qui change, qu'est-ce que cela changerait que ça rentre dans le droit commun? Bah, ça change, ça, en fait, ça voudrait dire que le gouvernement fait ce qu'il veut jusqu'à la nuit des temps, sans le Parlement, et donc de façon extrêmement dictatoriale. Le président et le gouvernement que lui a désigné, parce qu'en fait, le président a une forme de légitimité puisqu'il a été élu. Le gouvernement, lui, n'est que désigné par le président, et ce gouvernement aurait définitivement tous les pouvoirs sans aucun contre-pouvoir. Et je crois que c'est pas imaginable en France. On est le pays des Lumières, on est le pays, nous étions le pays des libertés, de l'égalité, de la fraternité. On n'a pas du tout évoqué, je crois que j'ai évoqué simplement ce principe de passeport vert, mais si demain on va vers cette discrimination totale avec un passeport sanitaire, on va faire des sous-citoyens qui n'auront plus les mêmes droits que les autres, et c'est inacceptable. Faire un nouveau laissez-passer pour les citoyens, c'est ça? Pour pouvoir se déplacer? Bah, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est déjà un petit peu, en tout cas c'est ce que l'Europe est en train d'imaginer. En effet, de légitimer une libre circulation à une forme d'immunité. En tout cas, il faut prouver son immunité, soit peut-être par un test négatif, soit par une sérologie démontrant qu'on a des anticorps, soit simplement en montrant qu'on a été vacciné. Et on ne va pas redire combien ces vaccins ne sont pas fiables, et notamment qu'on ne sait pas du tout s'ils créent une immunité. Donc ça, en effet, ça serait une dérive à la fois totalitaire et discriminatoire que je n'admets pas. Martine Waudère, merci beaucoup pour cet entretien Merci. et à bientôt. Au revoir.